parler ce soir des mystères à huis clos, ces énigmes policières qui nous titillent les neurones en permanence. Et pour ce faire, nous avons Jean-François Merle, qui est éditeur chez Omnibus et qui enseigne l'histoire des littératures policières à l'université de Paris 3, c'est Censier-Sorbonne. Et voilà, et Roland Lacourbe, qui a priori n'avait rien à voir avec le policier, puisque vous étiez ingénieur du son, je crois, professionnellement, et puis ensuite vous êtes passionné pour toutes ces énigmes policières, et donc vous avez, après avoir aussi traité de livres, dans un certain nombre de livres, du cinéma, etc., vous êtes intéressé à tous ces crimes impossibles, et donc on peut voir ici un certain nombre des anthologies que M. Lacourbe a fait, que ce soit chez La Talente ou plus récemment chez Omnibus. Et donc, voilà, plus le dernier livre de M. Lacourbe, 1001 chambres closes. Donc vous voyez, l'heure ne suffira pas pour traiter le sujet dans son entièreté. Mais bon, nous allons commencer tout de suite et peut-être directement avec Jean-François Merle pour nous exposer déjà, cette littérature n'est pas sortie de nulle part, donc peut-être l'historique. Oui. Alors, le roman énigme, le roman problème, est un roman dont la structure est relativement inamovible. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une généralité, hein. Au départ, on a donc la découverte du meurtre. L'enquêteur va récolter indices et témoignages petit à petit pour enfin, à la fin du livre, le dénouement sera la découverte du coupable qu'il confond. Alors, le roman énigme en général, en fait, se présente comme une joute, va se présenter assez rapidement comme une joute entre l'auteur, c'est-à-dire l'enquêteur, et le lecteur. Hein, c'est-à-dire que le lecteur a l'impression qu'il a exactement les mêmes éléments à sa disposition que l'enquêteur, et le lecteur trouvera-t-il l'identité du coupable avant ou en même temps que l'enquêteur. Donc en réalité, il s'agit d'un, comme son nom l'indique, roman problème, donc il s'agit finalement d'une joute. On ne va pas dire un jeu, mais enfin d'une joute. Et le plaisir que peut prendre le lecteur à ces romans-là, ce n'est pas tellement de réussir à trouver la solution avant ou en même temps que l'enquêteur, ça va être finalement de prendre plaisir à se faire avoir, hein, se faire avoir par l'astuce de l'auteur qui généralement va trouver une solution parfaitement logique, toujours parfaitement logique, mais qui est à 100 coudées de l'endroit que pensait le lecteur a priori. Voilà. Alors, la grande prêtresse, évidemment, du roman énigme en général, c'est Agatha Christie. Hein. Mais en fait, bon, toute cette littérature-là, qui en fait définira le roman policier à partir des années 20, est beaucoup plus ancienne. Hein. C'est une littérature beaucoup plus ancienne qui trouve ses sources au début du 19e. Alors, pourquoi le 19e ? Le 19e, qu'on a appelé le siècle du roman, c'est le siècle de l'alphabétisation de masse, c'est le siècle de l'essor de la presse, c'est donc le siècle du feuilleton. Et c'est pour la première fois, contrairement à la littérature de l'Ancien Régime, où pour ainsi dire, on a des lettrés qui s'adressent à des lettrés, au 19e, eh bien, on a des auteurs professionnels qui s'adressent à des lecteurs. Et cette fois-ci, c'est des lecteurs, c'est tout le monde. Donc on assiste au 19e, à partir de 1830, à la naissance de la littérature dite populaire. Hein. Mais pour autant, le genre policier ne naît pas immédiatement. Hein. Le roman policier en tant que genre naîtra bien après. Mais il se construit. Il va commencer à se construire. Et évidemment, la date et l'œuvre fondamentale, c'est en 1841 l'apparition de Double assassinat dans la rue Morgue de Edgar Poe, que tout le monde considère, même si évidemment ce n'est pas le tout premier roman policier que les historiens pourraient relever, néanmoins c'est quand même
la première étape de ce qui va devenir un genre majeur aujourd'hui. Hein, parce que j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, un roman sur 4 qui se vend en librairie est un roman policier. C'est dire si le genre est majeur. En 1841, Edgar Poe, qui a lu Vidocq, hein, qui a été inspiré par les mémoires de Vidocq, en fait a un coup de génie, le coup de génie, puisqu'il invente à la fois la nouvelle policière, deuxièmement, le héros récurrent, puisqu'il s'agit de Chevalier Dupin, qu'on va trouver dans 3 nouvelles, et troisièmement, ce qui va être la manière du roman policier, c'est-à-dire la méthode de déduction de l'enquêteur. C'est-à-dire que l'enquêteur, il déduit. En fait, en réalité, il induit. C'est-à-dire qu'il regarde les faits et va chercher la cause. Hein. Mais tout ceci grâce à son talent d'observation et de raisonnement. C'est ça le Chevalier Dupin, c'est ça. Il arrive, il regarde, il réfléchit. Alors, autant le plaisir que peut prendre le lecteur, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le roman Vraiment Problème, c'est de se faire avoir par l'auteur, donc par l'enquêteur, autant c'est pas du tout le propos de Edgar Poe quand il écrit Double assassinat dans la rue Morgue. Edgar Poe, c'est un intellectuel, c'est un homme de son temps, c'est un homme de la Révolution industrielle, on est en 1840, et eh bien, face à... Tout le monde connaît l'intrigue de Double assassinat dans la rue Morgue, où c'est une histoire de chambre close, puisqu'on découvre dans une chambre d'hôtel 2 femmes atrocement assassinées, lardées de coups de rasoir. Il y en a une qui est fourrée dans la cheminée, avec une poignée de cheveux roux dans la main. La fenêtre est ouverte, mais enfin donne sur un puits. L'assassin a disparu, n'est pas là, on ne comprend pas. Donc, a priori, si vous voulez, tout paraît magique. Hein, c'est impossible. Il y a eu meurtre, mais c'est impossible, c'est magique. Erreur, dit Dupin, et grâce à son talent d'observation et à son raisonnement, qu'il explique longuement même, hein, il va réussir à donner une solution logique, imparable, qui est celle de la présence d'un orang-outan qui est passé par la fenêtre, a pris un rasoir, s'est débattu, a tué tout le monde et ensuite s'est barré par la fenêtre, tout comme il était rentré. Voilà. Donc en fait, au départ, ce que Poe cherche à montrer, c'est la victoire de la raison sur la superstition. C'est uniquement ça. C'est l'homme positif. C'est un homme qui a foi en la science, hein, et c'est le recul de la magie, si l'on peut dire. Donc il transforme, il prend le conte de fées, il le retourne en réalité. Voilà. Donc on a Poe. Alors Poe n'a pas de descendant immédiat. En France, ce qu'on connaît dans le roman populaire, c'est plutôt le roman social, un peu à la Eugène Sue. Hein, ce qui n'empêche pas que certains auteurs comme Paul Féval vont prendre des intrigues policières, mais il va falloir attendre 1863 et l'affaire Le Rouge de Gaboriau pour avoir, et Gaboriau qui avait lu Poe, évidemment, pour avoir la naissance. On considère que c'est l'affaire Le Rouge, enfin que c'est Gaboriau qui est l'inventeur du roman policier en tant que genre. Hein. En inventant pareil, il crée un héros récurrent qui est Lecoq, et Lecoq va vivre des enquêtes dans 5 romans, jusqu'à la mort de Gaboriau, en fait, de 1863, je crois que c'est ce que j'ai dit, jusqu'en 1868, date de sa mort. Donc, Lecoq reprend les méthodes de Poe, c'est-à-dire pareil, son héros, l'inspecteur Lecoq, paraît très observateur, mais il se grime aussi. C'est un as du déguisement. Il s'immisce dans les sociétés des gens sur lesquels il enquête. Et on a aussi les premiers éléments de police scientifique.
dans l'affaire Le Rouge, parce qu'à un certain moment, dans l'affaire Le Rouge, il y a des traces dans la neige. Lecoq va faire des moulages, hein, va faire des moulages de ces empreintes pour favoriser l'enquête. Les livres de Gaboriau triompheront en France, hein, auront énormément de succès en France, mais la postérité de Gaboriau sera beaucoup plus forte dans les pays anglo-saxons qu'est-ce qu'elle n'a été en France. En 1932, Valentin Williams, un écrivain anglo-saxon, s'étonnait que la France ne commémore pas le centenaire de la naissance de Gaboriau. Effectivement, personne en France n'avait relevé cette date pour commémorer ce qui, pour les anglo-saxons, était un maître, vraiment le maître du roman policier, avec Lecoq. Alors, suite à Gaboriau, et c'est d'ailleurs surtout dans les pays anglo-saxons, devant le succès mondial qu'a pu avoir Gaboriau, beaucoup d'auteurs ont fait des romans à la manière d'eux, à la manière de Gaboriau. Alors, Anna Catherine Green avec Le crime de la 5e avenue, on a Robert Barr avec Le triomphe d'Eugène Valmont, etc., qui montrent que l'importance que Gaboriau, finalement, a une postérité chez les anglo-saxons avant tout. Encore une fois, les Français, eux, considèrent que le roman feuilleton, hein, c'était plus encore dans la méthode, dans l'inspiration de Sus, c'est plus du roman social. Et en fait, en réalité, les Français n'aborderont avec véritablement de sérieux le roman policier qu'à partir des années 20, où on ne peut pas dire qu'il y a une école française, mais il y aura vraiment des auteurs français. Auparavant, ce sont des individus. Bien, alors, parmi tout... Alors, cette période qui a, après Gaboriau, c'est ce que Jacques Baudou a pu appeler la période de cristallisation du roman policier. C'est-à-dire que le genre n'existe pas, mais petit à petit, un peu partout, dans le monde, il commence à y avoir des ouvrages qui, l'un après l'autre, l'un avec l'autre, vont fonder ce qui deviendra la littérature policière et ses archétypes. Et que cette époque que nous avons réunie, enfin nous avons fait une anthologie avec Jacques Baudou qu'on appelle Enquête à la belle époque, qui est justement ces textes de la cristallisation du roman policier. Il y a un lecteur, Gaboriau va avoir un lecteur très assidu, qui d'ailleurs l'a lu probablement en français, parce qu'il parlait le français, c'est Arthur Conan Doyle. Et Arthur Conan Doyle est pulvérisé par la lecture de Gaboriau, au même titre que ses deux premiers romans mettant en scène Sherlock Holmes ont la même structure, ont exactement la même structure que les romans de Gaboriau, qui sont toujours la même structure, c'est-à-dire qu'il y a la découverte du crime, un début d'enquête, on arrête un innocent, évidemment, début d'enquête où tout le monde se trompe un peu, Lecoq réfléchit, tout ça. Et ensuite, il y a un flashback où on nous explique l'origine, en fait, de l'histoire qui va mener au meurtre. Et ensuite, retour au présent où il y a la conclusion, arrestation du coupable. Ce qu'on appelle une structure par analepse, ce qui n'est pas très facile à placer dans les dîners en ville, mais enfin, ça classe. Donc, les deux premiers romans de Holmes, enfin, mettant en scène Sherlock Holmes, c'est quand même un coup de génie. Hein, ce personnage de Sherlock Holmes avec toutes ses caractéristiques d'emblée. Hein, d'emblée, le personnage de Sherlock Holmes est défini. Il évoluera très très peu jusqu'en 1920 et quelques, qui est quand même un coup de génie. D'ailleurs, le triomphe mondial de Sherlock Holmes va faire que Sherlock Holmes, encore aujourd'hui, est probablement le personnage de fiction le plus célèbre au monde. Donc, succès mondial, triomphe partout, et qui va faire école. Qui fait école, c'est-à-dire que partout, chez les Anglais en particulier, chez les anglo-saxons, mais également aux États-Unis, vont naître une flopée d'auteurs qui vont soit pasticher, soit rendre hommage, soit prendre comme inspiration un personnage à la Sherlock Holmes. Je ne vais pas les citer tous, il y en a eu des centaines et des centaines.